l'heure du journal d'Hélène Zélani. Bonjour Hélène. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. L'audition pourrait durer plusieurs heures. Gérard Collomb doit s'expliquer sur l'affaire Benalla ce matin devant la commission des lois de l'Assemblée. Audition du ministre de l'Intérieur qui sera filmé. Alexandre Benalla a été mis en examen ainsi que 3 policiers qui lui avaient remis des images de vidéosurveillance. Dans l'actualité également, les révélations sur les dernières minutes qui ont précédé la mort du gendarme Arnaud Beltrame et l'assaut du GIGN en mars dernier. L'ouverture de la conférence mondiale sur le sida, attention à ne pas baisser la garde. Et puis les coureurs du Tour de France, outrés par l'attitude de certains spectateurs. Aujourd'hui, ils se reposent à Carcassonne. 10h ce matin, Gérard Collomb va devoir essuyer le feu des questions des députés de la commission des lois. C'est elle qui mène l'enquête sur la fameuse affaire Benalla. Le ministre de l'Intérieur sait qu'il est très attendu par l'opposition qui l'accuse d'avoir menti, Aurélie Herbemont. Devant les députés, Gérard Collomb devra lever la main droite pour jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Pour préparer sa défense, le ministre de l'Intérieur a demandé à ses services de lui faire remonter toutes les informations sur cette journée du 1er mai, ainsi que la suite des événements, car lui aussi a découvert des choses au fur et à mesure, glisse un proche. Gérard Collomb qui devra répondre aux multiples interrogations de l'opposition, notamment celle-ci. Pourquoi n'a-t-il pas alerté la justice ou la police des polices dès le mois de mai ? Il a passé l'info à l'employeur d'Alexandre Benalla, à savoir l'Élysée, le défend son cabinet. Il est en lien avec le président plusieurs fois par jour, comme d'habitude, et peut-être plus encore à l'heure où une partie de l'opposition réclame sa démission. Ça le touche évidemment, selon un proche qui dédramatise. Ce n'est pas la première fois qu'on appelle à sa démission. Aurélie Herbemont. Hier soir, Gérard Collomb participait à la réunion de crise qui s'est tenue à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron, avec également le Premier ministre Édouard Philippe, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux et Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Il n'y a pas eu et il n'y aura pas d'impunité, a dit Emmanuel Macron, qui parle de faits inacceptables et demande une réorganisation à l'Élysée pour éviter de nouveaux dysfonctionnements. Il prendra la parole publiquement quand il le jugera utile. Son collaborateur Alexandre Benalla, filmé, vous le savez, en train de frapper un manifestant le 1er mai, a donc été mis en examen, ainsi que son ami Vincent Kras et 3 policiers. Les 3 fonctionnaires étaient déjà suspendus, soupçonnés d'avoir transmis des images de vidéosurveillance à Alexandre Benalla, ce qui pose la question de leur relation, Pierre de Cossette. Était-ce par amitié, par intérêt ou par une forme de soumission que les policiers ont remis cette vidéo ? Probablement un peu de tout ça. Le commandant de police mis en examen hier était proche d'Alexandre Benalla, plutôt un bon flic d'après ses collègues, très surpris néanmoins de le voir en tête de liste pour le passage au grade supérieur il y a quelques semaines. Cet officier de police, très attiré par la lumière selon ceux qui l'ont croisé, a rejoint l'Élysée au printemps en provenance de la préfecture de police. La demande du château a été exécutée en quelques jours seulement. Le contrôleur général, lui, en poste à la direction de l'ordre public, avait des envies d'ailleurs ces derniers mois. La sécurité du PSG, poste grassement payé, lui est passée sous le nez, mais sa proximité avec Benalla lui a fait croire à un poste très exposé au sein de la sécurité de la présidence de la République. Ses ambitions ont-elles eu raison de son discernement ? Pas impossible face à un chef de cabinet adjoint vu comme tout puissant. Le 3e jeune commissaire, 30 ans, n'aurait quant à lui pas osé dire non quand on lui a demandé une copie de la vidéo mercredi dernier. Benalla, il l'avait croisé occasionnellement. Il pensait carrément qu'il était policier. Pierre de Cossette. Et à 8h15, notez-le, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, sera l'invitée d'Europe 1. Il est 8h04, Hélène, et personne n'a oublié cette journée du 23 mars 2018 qui a conduit à la mort du lieutenant-colonel Beltrame. Oui, son geste héroïque dans le supermarché de Trèbes lorsqu'il a pris la place d'une otage face à un terroriste, il l'a payé de sa vie. Grâce au dossier d'instruction, on sait désormais précisément ce qui s'est passé dans les minutes qui ont précédé l'assaut du GIGN, Aude Vernuccio. Oui, il est 11h21, soit 40 minutes après l'arrivée de Radouane Lagdim dans le supermarché, quand le peloton de gendarmerie arrive sur place, rejoint par le colonel Beltrame. À l'intérieur de la salle des coffres, le terroriste retient déjà la caissière en otage. 3 minutes à peine après son arrivée, Arnaud Beltrame crie « Lâchez-la et prenez-moi en échange » malgré la protestation de ses collègues. Et pendant plus de 2 heures, on ne sait pas ce qui se passe entre le terroriste et le gendarme. Le négociateur du GIGN entre enfin en contact avec les 2 hommes par téléphone. Radouane Lagdim met le haut-parleur, puis on entend le colonel prononcer ces mots « Attaque, assaut, assaut », puis des bruits de lutte, des cris et des râles que le négociateur ne sait pas interpréter sur le coup. « Arnaud, vous êtes là ?
Pas de réponse. Arnaud Beltrame vient en fait d'être égorgé. Et au bout de combien de temps l'assaut est-il lancé ? Eh bien, d'après le GIGN, cette scène n'aurait duré qu'une trentaine de secondes. Plus de 8 minutes révèle le rapport d'instruction. 8 minutes pendant lesquelles le colonel Beltrame agonise. Il est décédé le lendemain des suites de ses blessures. Aude Vernuccio. Leclerc se lance à son tour dans la vente d'électricité. Europe 1 vous le révélez à 7h30. Le service pourrait être accessible au grand public cet automne avec des prix 16% inférieurs aux tarifs réglementés, mais la remise serait proposée en bon d'achat. Cette fusillade dans le quartier grec de Toronto au Canada, bilan provisoire, 2 morts dont le tireur, 13 blessés. On ne connaît pas encore les motivations de cet homme. De très violents incendies ravagent la Suède, Hélène, depuis maintenant 10 jours. Plusieurs dizaines de milliers d'hectares de forêt sont en effet partis en fumée. Des pays européens apportent leur aide, notamment la France. Situation extrêmement rare liée à la sécheresse de ces derniers mois dans un pays pourtant habitué aux étés tempérés et pluvieux. Le journaliste suédois Leif Eriksson est joint sur l'un des sites les plus sévèrement touchés. Ça continue de brûler dans une zone énorme, gigantesque. C'est hors de contrôle. On n'est pas habitué à ça, absolument pas. C'est nouveau pour nous et ce n'est que le début. Je suis sûr que ce sera pire la semaine prochaine parce que ce sera la plus chaude de ces 200 dernières années. 35 degrés. Ici, on vit un été extrême. Ça fait 5 ans que je vis ici et je n'ai jamais connu un tel été. Depuis mai, il a dû pleuvoir 27 mm. Il fait tellement chaud, c'est tellement sec dans les villes et dans les forêts. Il suffit de jeter une cigarette pour déclencher un feu. D'ailleurs, l'État a interdit de faire des barbecues ou de fumer. Tout est mis en œuvre, vous savez, pour arrêter ça. Un journaliste suédois joint pour Europe 1 par Chanel Petit. Un détachement de militaires français est déjà arrivé dans le pays hier soir et des pompiers du sud de la France les rejoignent aujourd'hui. La conférence internationale sur le sida s'ouvre à Amsterdam pour toute la semaine. 15 000 experts et militants, mais aussi des célébrités comme Elton John ou le prince Harry. Les progrès des traitements entraînent un relâchement de la prévention et les experts craignent un rebond de l'épidémie. François Daby est directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida. Le slogan de la conférence, quelque part, va être « Nous ne devons pas être complaisants et nous contenter de là où nous sommes arrivés ». Nous avons fait une grosse moitié du chemin, mais le plus difficile est devant nous et il ne faut surtout pas baisser la garde, pas plus dans la prévention que chacun peut faire, mais aussi dans la mise à disposition des moyens financiers. On souhaite que d'ici 2020, 90% des personnes qui vivent avec le virus le sachent, que 90% d'entre elles soient sous traitement antirétroviral et que 90% de celles qui sont sous traitement soient efficacement traitées. Donc on a des objectifs qu'on connaît très bien et on prend du retard vers l'atteinte de ces objectifs. Le directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida, joint pour Europe 1 par Pierre Herbulot. 8h08, Hélène, un repos bien mérité aujourd'hui pour les coureurs du Tour de France. Oui, hier, le Danois Magnus Cort Nielsen a remporté la 15e étape. Une étape qui a vu l'exclusion pour violence de l'Italien Gianni Moscon de l'équipe Sky. Il s'en était pris à un autre coureur en début d'étape. Un coup dur pour l'équipe du maillot jaune Geraint Thomas et de Chris Froome. Cette équipe Sky, elle est très mal reçue par une bonne partie du public, mais il faut dire aussi que dans l'ensemble, les spectateurs dépassent les bornes. Marguerite Lefebvre. Il y a les sifflets autour de l'équipe Sky de Chris Froome, les fumigènes jetés dans le peloton et puis les spectateurs un peu trop près des coureurs. Richie Porte et Vincenzo Nibali, 2 prétendants à la victoire finale, ont dû abandonner après des chutes provoquées sur le bord de la route. Alexis Villermoz en a également fait les frais sur l'étape des pavés, ce que déplore Vincent Lavenu, son manager. On ressent un petit peu plus d'agressivité que ce que le Tour générait jusqu'à là. La campagne de presse qu'il y a eu sur l'affaire Froome a exacerbé un peu l'agressivité de certaines personnes. Je trouve ça très dommage, donc je suis plutôt pour demander aux gens de s'apaiser, qu'on retrouve de la joie de vivre tout simplement. De la joie, du soutien et non des coups de poing comme celui qu'un spectateur a tenté d'asséner à Chris Froome dans l'Alpe d'Huez. Pour Pascal Chanteur du syndicat des coureurs français, il faut remettre du respect sur le bord des routes. L'essence même de notre sport, c'est le côté populaire, c'est la proximité. Et aujourd'hui, par une bande d'idiots, tout cela peut être mis en cause. Il n'y aura plus de coureurs. C'est ça qu'on veut, c'est qu'on veut juste pouvoir passer la caravane, parce que si c'est ça, c'est ce qui va se passer. Certains coureurs sont d'ailleurs montés au créneau, comme le français Romain Bardet, qui a rappelé à l'ordre les spectateurs sur son compte Twitter. Carcassonne, Marguerite Lefebvre, Europe 1.
Et ce soir, Europe 1 s'installe entre 20 et 21h dans l'hôtel de la Sky, l'équipe de Chris Froome et Guérin Thomas. Du côté de Carcassonne ou ailleurs, certains d'entre vous ont peut-être la chance d'être en vacances. Voilà un sujet qui va peut-être leur parler, la répartition des tâches entre hommes et femmes. Monsieur conduit, madame fait la vaisselle. Malgré quelques exceptions, les clichés ont la vie dure, comme l'a constaté Romane Oquette dans un camping des Sables d'Olonne. Dans les sanitaires, c'est l'heure de pointe pour la vaisselle, le rituel du camping. Beaucoup de femmes et aussi quelques hommes comme Olivier. J'en fais un petit peu plus pendant les vacances, c'est vrai. Ça serait pas normal que ce soit la femme qui ait tout à faire pendant les vacances. On a du temps libre aussi, donc on peut se partager les tâches. À côté, Muriel acquiesce en frottant ses assiettes. Répartir les tâches, elle ne dit pas non. Après la vaisselle, cette grand-mère doit aussi faire les lits et la lessive, comme à la maison. Ça change pas une équipe qui gagne, donc monsieur conduit pour venir, monsieur conduit pour repartir. Mais pendant le temps qu'on est sur place, je gère la situation. Puis après, on a ses habitudes et si c'est pas fait comme je le veux aussi, autant que je le fasse moi-même. Que ce soit madame ou monsieur, en vacances, tout le monde lève le pied sur le ménage, ou presque. Dans le camping-car de Frédéric et sa famille, les serviettes, les chaussures, rien ne dépasse et tout le monde participe. On s'est répartis par groupe de 2 et par groupe de 3. On a aspirateur, balai, tous les matins on balaye le tapis, autant en vacances qu'à la maison, je crois. Des corvées qui n'en sont pas vraiment. Ici, le coup de balai se fait avec le chant des oiseaux et sous le soleil de Vendée. Au Sable d'Olonne, Romane Oquette, Europe 1. Et puis de quoi s'offrir de belles vacances. Kevin, 25 ans, a enchaîné 43 victoires au jeu de Nagui sur France 2. N'oubliez pas les paroles. Il a été éliminé hier et a remporté le plus gros gain de toute l'histoire de la télévision publique, 410 000 €. En première année de thèse en Californie, il pense s'acheter un studio à Paris et le louer pour payer une partie de son loyer aux États-Unis et aussi organiser un dîner avec des sans-abri de son quartier à San Francisco. 8h12, c'était le journal d'Hélène Zélani. Europe 1.